Haïti, à la Congo, Haïtien, mes frères, aujourd'hui en vie. Depuis aujourd'hui, moi, je suis transformé. Radio, télévision, journaliste, tout est venu rencontrer. Nous sortis tout côté, pour y venir accueillir nous. Nous étions tellement saisis. Tout le monde chante s'il vous plaît. À la content, à ce pays, mes amis. À la content, à ce avec amis. Oui, c'est vrai. À la content, à ce avec amis. À la content, à ce avec pays. Bonjour mesdames et messieurs, la THM, la télé haïtienne de Montréal, la télé à votre image, prend l'antenne. Nous vous remercions parce que vous êtes avec nous tous les dimanches. Merci de nous suivre, c'est vraiment un plaisir. Et nous vous demandons en même temps de pouvoir partager avec les gens, n'est-ce pas, quand vous avez cette émission, quels que soient les posts que vous avez, YouTube, notamment Facebook, etc. Alors, ici c'est Franz Mars, toujours avec vous, l'animateur. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est dans la médecine, un scientifique, et vous allez savoir tout de suite. Il s'agit du docteur, je ne vais pas prendre de temps pour le dire, il s'agit du docteur Boni. Docteur Yvette Boni. Alors, bonjour docteur Yvette Boni. Bonjour Franz. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être venu parce que vraiment, je suppose, même si le docteur, est-ce que vous êtes à la retraite? Je suis à la retraite et puis le temps passe vite. Ça va faire, le 13 décembre, ça fera déjà 10 ans. 10 ans de retraite. 10 ans de retraite. Oui, oui, oui. Est-ce que ça va bien? On ne s'ennuie pas de... Au début, oui. Au début, surtout quand je retournais à l'hôpital, j'avais cette sensation d'inutilité, d'arriver, de ne plus me sentir dans mon monde. Mais maintenant, je pense avec le recul, j'ai pris d'autres activités. J'y vais encore de temps en temps, mais c'est tout. J'ai lu beaucoup de choses là concernant, mesdames et messieurs. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait avant sa retraite. Mais je ne sais pas pendant la retraite qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Parce que souvent, à la retraite, c'est alors qu'on commence à travailler ou bien qu'on fait d'autres choses, qu'on aime. Alors, je vais lui demander tout ça, mais d'abord, je vais lui demander d'où elle vient d'Haïti, docteur Boni. Quand on sortit en Haïti, on ne peut pas parler créole. Je ne peux pas parler créole, s'il vous plaît. Mais oui, alors moi-même, je suis fait en Port-au-Prince. Mais alors, toujours qu'on aime, c'est mon Port-au-Prince. Okay. Mais là, on arrive ici, Canada, que moi rencontré ici, les Haïtiens m'ont dit, pas rien mon Port-au-Prince, cherche tes origines. Et c'est ainsi que j'ai questionné. Mon père était déjà mort, mais j'ai questionné la famille. La famille est originaire de Petit-Gouave. Mais la famille Boni, c'est un nom d'emprunt, je dirais, parce que la famille originaire est Jérôme. Et c'est un arrière-arrière-grand-père qui était Boni Jérôme et qui, pour des raisons que j'ignore, c'est pas grave, a donné à ses enfants le nom de Boni et ainsi est née cette branche de Boni. Alors, qu'est-ce qu'il fait, docteur Boni? Excusez-moi, on ne peut pas finir phrase ou? Non. Pas pour ça, on va dire vous, on se connaît, on est amis, alors on va se tutoyer. On va se tutoyer, ça merci. Va être plus léger. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait, docteur Boni, que l'homme sorti Port-au-Prince, parce que moi-même, ça arrivait, moi, l'autre dit c'est mon Port-au-Prince, je dis, mais non, c'est mon d'origine. C'est vrai, en quelque sorte, que, bon, par exemple, parents mieux sortis dans le sud, parents mieux sortis Jérémie. Mais toutes les fois, on dit que mais non, pas mon Port-au-Prince, etc. Mais oui, parce que y a ces deux tendances qui se confrontent. Il y a ceux qui connaissent, qui ont vécu et qui ont gardé des contacts avec leur ville d'origine, qui sont fiers d'être Jérémiens, Caïens, Capois, etc. Tandis que ceux qui sont nés à Port-au-Prince, de parents nés à Port-au-Prince, plus on remonte, ils sont tellement loin de leur ville d'origine qu'ils ont pris l'habitude d'être des Port-au-Princiens, parce qu'on sait qu'on parle de République d'Haïti, mais en Haïti de mon temps, on te dit c'était la République de Port-au-Prince. Effectivement. Alors, on était fiers, c'est la capitale, c'est la grande ville. Oui. Et de là, c'est-à-dire que, né à Port-au-Prince,
c'est là qu'on fait... Faites chemin la lue, comme on dit là. Chemin la lue. Au haut de la lue, que j'habitais, mon adresse, à l'époque, tu as une adresse en Haïti, c'était chemin la lue. Mon jour matin, c'était 275 avenue John Brown. Chemin la lue. Et puis, c'est là que je suis né, dans cette maison-là. Une petite maison en bois. Et puis, un jour matin, que nous reconstruisons en bloc. Bon, l'histoire classique des familles haïtiennes. Quand une de mes sœurs s'est mariée, nous mettions chambre morte, alors la famille habitait en bas, et puis ma sœur habitait en haut avec sa famille. Les enfants étaient comme chez eux, dans les deux maisons. Pour vous matin me lever, je retirais 275 là, je mettais 3 bourdons. Wow. Je me dis, je prends plume, puisque il y a de l'allume, c'est habiter Bourdon, mais c'est la même maison, tout près de la ruelle Nazon, en face de... Ruelle Nazon, c'est ça. Ruelle Nazon. Je suis bien situé. Non, géographiquement, quand on parle de Ruelle Nazon, c'est le haut de la lue. Leur quitter la lue, et il y a une zone Ruelle Nazon où capable de passer par chemin qui est côté de l'église Saint-Antoine pour arriver là. Il était arrivé là, mais passer par Ruelle Nazon. Parce que pour monter la lue tout droit, c'est l'autre rue que je ne trouve pas, non? Et Alix, en tout cas, peu importe. Oubliez notre rue. Mais c'était très, très haut la lue. Il y avait l'église du Christ-Roi qui était là. Et si on tournait à droite, nous rejoignons l'église Saint-Louis de France. Pas loin du Sacré-Cœur. Pas besoin de demander qui compte faire études primaires et secondaires. Et primaire et secondaire à la lue, ce que maintenant on considère comme une forme de snobisme. Mais ma mère avait été à la lue, mes 2 sœurs, alors c'était comme naturel. Alors je suis rentré, ma mère était, maman, papa professeur, maman au primaire, papa au secondaire. Alors la mère à la maison, elle m'a commencé à m'apprendre à lire, à écrire les lettres d'abord. 3 ans. Comment ça va m'apprendre les lettres? Après ça me dit, vous ne lisez pas des lettres, vous ne dites pas ça. Alors, mots. Ça me finit qu'on lit. Qu'on lit. J'ai commencé addition, soustraction, elle est professeur. Et quand je suis arrivé à la lue pour rentrer, j'étais trop fort pour classe là. Oui, alors là, déjà sauté en année, et puis en primaire, j'ai sauté une 2e année, de telle sorte que j'ai terminé. J'ai fait la réto et la philo à 15 ans. Waouh, c'est superbe. J'avais gagné 2 ans. Oui, c'est pas étonnant parce que m'a regardé à montrer les jeunes diplômés, parce que mon saut Royaume là récemment a monté en télévision, qui diplômé à l'université à l'âge de 13 ans. C'est ça. Moi, j'ai entendu ça. J'ai dit, elle me bat. Elle ou il. Quelqu'un me l'a dit, mais je n'ai pas vu le... Oui, mais je l'ai vu. J'ai vu le petit bonhomme aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, je crois qu'il va poursuivre études bien sûr. Doctorat, etc. C'est ça. Donc, vous faites études, vous finissez à 15 ans, et puis de là, vous entrez en médecine. Oui, vers l'âge de 6 ans, alors j'avais un grand-père que je n'ai pas connu, qui était médecin, puis qu'on appelait Docteur Bonny. Alors c'était un titre de gloire pour moi, je voulais devenir Docteur Bonny. Je voulais comprendre les maladies, et puis aider, et puis soigner. Alors tout ça me fait un gros bagage, mais les jeunes disent toujours, je veux être pompier, moi je voulais être médecin. J'arrive un peu plus tard, vers l'adolescence, je suis rentré chez les guides. Chez les guides, j'étais toujours responsable de la pharmacie, des pansements. Déjà, j'étais dans le milieu. Dans le milieu, j'avais cette petite responsabilité. Et arrive la philosophie, et je me rappelle, la Mère Bernard, qui est une religieuse bien connue à la Lune, une fille mortesse, elle demande à chacune dans la classe, qu'est-ce que vous allez faire. Qui rêve nous? Il y en a qui disent, je vais être professeur, je vais être secrétaire. Il y en a qui disent, je vais être mère de famille, je vais me marier. Et moi, elle arrive à moi, j'étais la seule dans la classe, j'ai dit, je veux aller à l'école, je vais entrer en médecine. Mais elle m'a dit, mais Yvette, on ne vous a pas élevé pour ça. Savez-vous qu'il va y avoir des hommes? Alors pour moi, c'était la déchéance d'une jeune fille élevée chez les mères de la Lune qui voulait aller à l'école de médecine. Mais déjà, à cette époque-là, j'avais déjà plus de volonté. C'était plus un rêve. C'était pour moi, devenir médecin, ça correspondait à quelque chose. C'était un rêve. Est-ce qu'à ce moment-là, les sœurs religieuses,
Il dit peut-être avec toute innocence. Il n'a pas dit par Ah méchanceté non, c'était pas pour probablement. me détruire, c'est parce C'est- qu'elle m'avait Dans élevé tête, c'est ça, l'école de médecine était une école, je ne dirais pas de perdition, le Oui, mot est oui. fort, mais c'était un milieu, une jeune fille de 15 ans qui va dans un milieu d'hommes, alors pour elle, c'était incroyable Ouais, et c'est incompréhensible. incroyable. Ouais, ouais. Mais est-ce que ça le dit à l'arrivée, comme si dans l'école de médecine, est-ce que finalement, en fait, observation prouvait le contraire de ça le dire? Ça a prouvé le contraire dans le sens que j'étais la plus jeune et je suis arrivée, on était 28 dans la promotion, Ok. 3 femmes et 25 hommes, 25 mais hommes. les hommes me considéraient à ce moment-là comme une petite sœur, comme une amie. Ah, Donc c'est j'étais ça, comme ça, protégée. Alors très bien, à ça. ce moment-là, je n'avais aucune crainte avec eux. Là, ils me protégeaient plutôt que vouloir m'attaquer. Je pense pas qu'ils Question m'auraient- profonde. Hein? Je cherche qu'on est tous, si pas comme s'il a fait machiste avec nous-mêmes, puisqu'on Ah ben, parlait le machisme trois existait. filles. Le machisme existait, c'est sûr, mais c'était l'éducation. Moi, j'avais pas de frère, Ok. mais je sais que c'était l'éducation qui était donnée aux jeunes Haïtiens de l'époque, que tout était... C'est sûr qu'ils trouvaient pas ça normal, que des jeunes filles viennent en médecine. On était 3 à l'époque. Oui, oui. Il n'y avait presque pas de femmes en médecine. Moi, je connaissais le docteur Lucie Poultre, qui était orthopédiste en Haïti, mais pour mieux remplir son rôle de docteur et pour être considérée comme un vrai, elle s'habillait comme un homme, avec des souliers plats et puis toujours en 2 pièces et en costume. Parce que c'était ça la notion, la médecine était un métier pour les hommes. Pour les hommes, Pour les ouais. hommes. Parce que jusqu'à nos jours, là, m'a regardé ça de loin, parce que ça fait longtemps que je quitté le pays, mais par observation de loin, m'a regardé comportement, observation de certains hommes, où est que réellement, ça a beaucoup sauté, il faut qu'on efface en Haïti, question de Pas machisme. complètement, pas complètement. Et même ici au Canada, il y a un progrès. C'est qu'il y a beaucoup plus de femmes en médecine maintenant qu'il y en avait. Donc, nécessairement, elles vont faire leurs preuves et elles vont prendre leur place. Mais les gars savent que eux, ils sont omnipotents et omniprésents. Donc, en médecine là-bas, et ça veut dire qu'au final, est-ce que vous pratiquez déjà la médecine en Haïti? Non, j'ai fait mes 6 ans de médecine et ensuite, comme j'aime beaucoup les enfants, j'ai pensé faire de la pédiatrie. Et il y a une chose surtout qui m'a fait choisir la pédiatrie, c'est qu'il y avait une très forte mortalité infantile en Haïti à ce moment-là, 33%. Gastro-entérite, malnutrition, il y avait du tétanos ombilical, et puis il y avait des maladies qui étaient typiques de notre région et de nos problèmes locaux. Alors moi j'ai dit, je vais aller en pédiatrie, on va essayer de diminuer ce taux de mortalité pédiatrique. Alors j'ai été en pédiatrie. Toute maladie ça, qui continue d'exister, est-ce que ce n'est pas question d'insalubrité qui fait ça? C'est une question d'insalubrité, d'hygiène publique, c'est une question de, je ne dirais pas d'ignorance, mais d'éducation du peuple. D'éducation du peuple. Parce que j'ai su à l'époque que les femmes haïtiennes, au moment où la plaie ombilicale, le cordon tombait, pour traiter la plaie ombilicale, ils mettaient des fils d'araignée. Mais des fils d'araignée qui étaient pleins de poussière et de microbes. Donc, il y a certaines habitudes locales qui, au lieu d'aider les patients, leur causent des complications. Oui. Et je m'a pas ajouté sur ça, on doit parler de fil araignée, même par exemple, les petits mouns dans le nez, on loque au bali, mélangé avec... L'huile palmacrystique. Mais pas seulement, on petit bête là, qui est là, et ravette. Ah oui, t'es combat à base de ravette. Il y a bali, de sorte que comme c'est là pour le boiler, alors... C'est ça, c'est des croyances populaires qui sont transmises de génération en génération. Puis la gastro-entérite, c'est le problème de l'insalubrité, pas d'eau potable. Pas d'eau potable. Le lait, il n'est pas pasteurisé, ils ne font pas bouillir le lait, alors c'est toutes sortes de problèmes. Puis la malnutrition, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est surtout la pauvreté. Ils mangent beaucoup, mais il n'y a pas de protéines dans la nourriture des enfants. Alors moi, à ce moment-là, j'ai décidé que je vais faire de la pédiatrie pour aider. Mais après avoir reçu notre diplôme, il y avait 2 ans de spécialité qu'on pouvait faire en Haïti. Alors je les ai faites en pédiatrie. On appelle les internats, on va comme ça. Les résidences. L'internat, c'est avant d'avoir le diplôme. Il faut faire son internat pour avoir le diplôme. L'internat, c'est la dernière année où on fait des stages pratiques et on reçoit notre diplôme. Et après ça, on fait 2 ans, soit
dans une spécialité, soit en province, et à ce moment-là, on a notre licence, le droit de pratique. Okay. Mais c'était 2 ans, et en Haïti, on commençait cette résidence, qu'on appelle la résidence, en septembre. Alors, 2 ans, ça nous amènerait en septembre. Ici, alors, quand j'ai décidé de venir ici, c'était ce que les aînés faisaient. Les plus aînés que moi, ils allaient en Europe. Mais ceux qui se rapprochent plus de moi commençaient à venir aux États-Unis et au Canada. Et les stages commençaient à ce moment-là en juillet. Donc, on avait quelques mois qu'on perdait. Donc, je n'ai jamais pu avoir ma licence d'Haïti à cause de ça parce que je n'ai pas complété cet internat. Même si ce n'est pas complété, là, maintenant, Dr Yvette Bouni se trouve à quel endroit? Quel est le choix? Le choix, les États-Unis ou ici le Canada d'abord? C'est ça, le choix, c'était les États-Unis. La majorité de mes collègues de promotion allaient aux États-Unis parce que s'il n'y a plus de débouchés, plus d'ouverture, le chemin était comme tracé. Ici, à ce moment-là, les médecins au Canada, venant d'Haïti, c'était un petit groupe. Mais un petit groupe qui commençait déjà à faire sa place et sa réputation. Alors, j'ai le docteur Jean-Claude Fouron, qui était mon aîné en pédiatrie, lui aussi, qui est venu au Québec, à Sainte-Justine, et qui m'a conseillé fortement de venir ici. J'étais attiré par le milieu francophone. Il y a une affaire de matching, parce que de ces 2 endroits-là, États-Unis, Canada, je me connais parce que je me rappelle des cousins qui toujours préparé matching. Ah ben oui, même préparer matching, faire matching, mais tout parce que tu arrives ici, tu connais pas le milieu et tous mes amis veulent s'en aller aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus d'ouverture et de débouchés. Alors, en groupe, on a préparé le matching. Et on l'a eu. Le matching, c'était le ECFMG, Educational Counseling pour les foreign doctors. Je l'ai encore. Là. Il y a jauni, mais il n'y a jamais servi. En anglais, en français ou bien quoi? Je l'ai préparé fait en anglais. C'est celui américain que j'ai fait en anglais. Ici, au Canada, quand on est arrivé avec notre diplôme haïtien qui, à l'époque, était reconnu. On arrivait avec notre diplôme, on était reconnu, il fallait faire certains stages et passer des examens comme pour valoriser nos études et pour avoir le droit de pratique au Québec. Mais le gros problème, c'est que pour pratiquer au Québec, il fallait être citoyen canadien. Donc j'arrivais ici avec un visa d'étudiant. Et là, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'acceptation du diplôme haïtien, m'a pensé à collège du médecin qui dit qui est très, très, très rigoureux, pas prendre monde comme ça, etc. Donc, ça a été vite fait de leur Non, ça n'a pas été vite fait. J'arrive comme étudiant. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas de contact avec le collège des médecins parce que j'arrive comme étudiant, je veux faire ma pédiatrie, finir mon entraînement en pédiatrie et puis retourner en Haïti. C'est tout rêve de bon haïtien qui arrive. Mais à ce moment-là, moi, j'ai eu mon diplôme avec Duvalier Père. J'ai même reçu mon diplôme de la main à la main de François Duvalier lui-même. Alors, comment sens-tu là pour recevoir de Duvalier? on était comme... dans ce petit soulier-là. Dans ce petit soulier. Et j'ai su, après coup, j'avais un collègue qui est décédé, le pauvre, Luc Morin. Un des grands de ma promotion. Et Luco avait réalisé une prouesse que personne n'a réalisée, ni avant ni après lui. Il était à l'école de médecine, donc en médecine avec nous. Il était à la faculté d'ethnologie et il était à la faculté de droit. Waouh! Il faisait les 3 en même temps. Les 3 en même temps. Alors, faut être un cerveau, on volait comme on dit. Et il allait battre le record de recevoir ses 3 diplômes le même jour. Alors, c'était là qu'il était stimulé, mais comme Luco était un anti-duvalieriste notoire, alors Duvalier est venu et le premier groupe qui a reçu les diplômes, c'était le diplôme de toutes les facultés, mais c'était les médecins. Alors, l'hymne présidentiel, et puis il commence à distribuer les diplômes, mais toutes les portes, il y a des militaires à toutes les portes armées. On ne sait pas pourquoi. Alors déjà, c'est assez pour nous stresser. Mais non, c'est pour surveiller Duvalier, c'est ce qu'on pensait, mais c'est parce qu'ils avaient l'ordre d'arrêter Morin. C'était la façon, il le prenait comme dans un guet-apens. Et comme il l'a su la veille ou l'avant-veille, il ne s'est pas présenté. Donc, son record n'a jamais été enregistré. Mais c'est quelque chose de frappant. Oui, c'est incroyable pour l'époque. Ah ben non, la politique faisait partie de nos vies, les grèves d'étudiantes. Moi, je me souviens quand j'ai fait
ma résidence en pédiatrie. Et parfois, les gens attendaient pour leur tour pour passer. Comme toujours en médecine. Oui. Et il y a un gars qui arrivait et puis qui me disait, fais petite moi en passé. Je suis résidente. Oui. J'ai dit, al camper en arrière, là, l'autre tout venu. Et puis il me montrait son revolver. Wow. C'était les débuts de cette affaire. Ouais. Alors moi, j'arrivais chez moi tout bonnement, je disais à ma mère, je racontais ça comme une anecdote. Et à un moment donné, quand je suis arrivée ici, c'était... Comment c'est une bonne blague après? Après, c'est ça, c'est alors qu'elle m'a dit, ou pas faite pour vivre ici, parce que moi, j'ai dit au monsieur, revolver ou pas, en arrière. En arrière. Mais je l'ai fait une fois, mais je n'aurais pas pu faire ça plusieurs fois. Ici, peut-être que je ne serais pas là pour vous parler. Oui. Est-ce que qu'on blague ça? Je fais me connaître que il y a une là-dedans qui mène un petit monde, comme si la peut mettre dans la classe, ça. Et puis, si je me comprends très bien, monde qui va blaguer, vraiment rire, je peux tomber à terre. Et puis, M. Vini, il présente Timouna, il dit qu'il parle en niveau pour le mettre dans la classe. Il dit, si pas de place dans telle classe, mettez le bureau. Mettez le bureau. Voilà. Mais c'était ça, même pour le travail, là, c'était, il y avait des priorités, mais qui n'étaient pas les priorités de santé ou bien d'heure d'arrivée, c'était des priorités des grands, les tontons macoutes de l'époque. Et là, on revient maintenant à la case de départ. On va faire une pause. L'ocha qui sous épaule moi, une drôle où vous me portez, la pierre où déposée. L'amour, c'est le refuge, moi, c'est niche pour me poser. Dans présence, oui, dans grâce, moi joigne qui est posé, ou prends-moi, j'en moyen, ou remède, j'en moyen. Moi perdu route, moi. Ou retendre-moi, ou pardonner-moi, par une chance, ou à la vie, moi, ou qu'on défie, moi, ou toujours faire confiance. De retour, mesdames et messieurs, avec le docteur Yvette Boni. Docteur Yvette Boni, Gamba m'a demandé, l'offre est arrivé comme si là, ou comme étudiant dans la province là, dans la province Québec là. Qui j'en ça t'est? Est-ce que vous êtes bien recevoir en tant que tel? Eh bien, quand étudiant, c'est stagiaire dans les hôpitaux. Okay. Alors, je suis arrivé, je me rappelle très bien, le 28 juin. Je débarque à Dorval, c'était Dorval à ce moment-là, c'est encore Dorval, et j'arrive à Sainte-Justine, mais le 1er juillet, c'est congé ici. Alors, moi, j'arrive, par malheur, je m'appelle Boni, donc les gardes sont par ordre alphabétique. Alors, le 1er juillet, je suis garde. Okay. Et pour moi, Sainte-Justine, là, c'est colossal. C'est l'hôpital tel qu'il est maintenant. Okay. Colossal. Je n'ai pas visité l'hôpital. Je ne connais pas les patrons. Je ne connais pas le personnel infirmier, les maladies. Et je ne comprends pas tous ceux qui me parlent. Il y a les gens, le résident qui était de garde ce jour-là. Est-ce que ça arrive autant que vous sentez un petit peu perdu par rapport à l'environnement? Par rapport à l'ampleur de l'environnement, j'ai un hôpital d'une dizaine d'étages, très grand, étalé. Alors moi, je viens de mon petit hôpital haïtien où il n'y a pas d'étage de toute façon. Ici, il y a peut-être l'obstétrique qui avait des étages. Il y avait un étage. Alors j'arrive, 1er juillet au matin, je suis de garde, ils font une réunion, ils nous disent bonjour, ils nous disent la cafétéria est à tel endroit, puis vous êtes de garde, vous allez
3e, bloc 4, prenez aller au 3e étage, puis demandez à l'infirmière de vous parler. Mais il faut être honnête, j'ai été très, très bien reçu. Mais il faut pas avoir de faux orgueil en disant, moi, je suis le docteur, puis je ne demanderai pas à l'infirmière. C'est l'infirmière qui m'a tenu par la main, qui m'a dit, vous faites ceci, vous faites cela, parce que j'avais mon problème de résident, que j'avais de la difficulté à le comprendre. Il me disait quelque chose, il venait du lac Saint-Jean. Il y avait un accent très prononcé. Très prononcé. Alors, je l'écoutais, puis je disais, vous dites? Et il le répétait, puis la deuxième fois, je ne disais rien, puis je me demandais, qu'est-ce qu'il vient de dire? Et finalement, on est sortis bons amis. Alors, les échanges ont été, cette partie-là, c'est très bien, c'est très bien fait. J'ai eu un patron une fois, alors cette fameuse journée du 1er juillet est terminée, on arrive le 2, tout le monde est sur le même pied. Il y avait beaucoup de Libanais et d'Haïtiens, donc nous sommes tous étrangers et on ne se connaît pas. À ce moment-là, il y avait moins de Québécois pur laine que d'étrangers. Puis un jour, le patron, c'était un colonel de l'armée, puis il agissait avec nous comme des soldats. Quand il disait 8h, c'était pas 8h02, c'était pas 8h moins 5, et puis il était strict, mais sévère. Et puis un matin, il nous fait un cours, alors on est tous réunis dans une salle, et à un moment donné, il dit, il parle de quelque chose qui s'appelait nigricans. Et puis il dit, ça veut dire noir. Et puis il dit, d'après le principe, que c'était une complication, d'après le principe que tout ce qui est noir est mauvais. Alors, il y a eu 1 minute de silence dans la salle. Tous les Québécois ont baissé la tête. Nous autres, on avait les yeux ouverts comme ça, là, voulant avoir des esprits d'explication. Et là, il a essayé de se rattraper, rougir, mettre un pied devant l'autre. Mais c'était pas un gars foncièrement raciste, c'est sorti comme ça. C'est sa façon de voir. Le diable est noir, donc ce qui est noir est mauvais. Ça peut être à l'intérieur. Ah, mais on ne sait jamais, Mais petit à petit, on était bien entourés de gens qui voulaient nous aider puis qui nous tendaient la perche. Il y avait la théorie médicale, on l'avait. Alors ça, c'était une force. Mais il y avait des appareils que j'avais appris en Haïti. En Haïti. Et puis, de base. Mais je dis, il faut mettre le malade sous une croupette. Et j'ai dit, il manque d'oxygène, mais j'avais jamais vu une croupette en Haïti, il n'y en a pas. Alors c'est toutes les affaires de ce genre que je connaissais de nom. Oui, ça veut dire qu'il faut t'habituer avec le vocabulaire. Il faut savoir ouvrir les yeux et puis capter les affaires rapidement. Et puis quand tu ne sais pas, tu dis, alors montrez-moi ce que c'est. Et puis ça vient vite, ça vient vite. Mais là, il faut passer, on a nos diplômes, mais on a le diplôme haïtien, ils le regardent, mais là, ils nous disent, on avait, je pense, 4 ou 5 examens à passer. L'obstétrique, la psychiatrie, la pédiatrie, médecine interne, chirurgie sûrement. Mais en psychiatrie, je parle d'Haïti. En Haïti, il n'y a pas de fou. Ou bien, plus ou moins, il n'y en avait pas. On avait un petit cahier, ce qu'on appelle un cahier 15 en Haïti. Un petit cahier d'une quinzaine de pages. C'était mon cours de psychiatrie. C'était mon cours de psychiatrie. Et là, j'arrive, je vais avoir un examen de psychiatrie. Alors, je vais à la bibliothèque, je vais lire sur la psychiatrie, passer mon examen. Mais les textbooks de pédiatrie étaient épais de 700 à 800 pages. Je peux pas lire ça alors que j'ai mon travail à faire et la routine de tous les jours. Et j'ai justement ce docteur Morin dont je parlais, qui était psychiatre, lui, qui m'a dit, Yvette, tu es assez intelligent, je viens te voir à 7h du soir et je pars vers minuit, 1h et je te dis ce qu'il faut savoir pour ton examen demain. Et je l'ai passé. Alors, c'était des prouesses comme ça que l'on faisait. Alors, quant au collège des médecins, à ce moment-là, je n'avais pas affaire au collège des médecins parce que je ne l'étais pas. J'étais étudiant. Alors, les problèmes se sont... Alors, je fais ma pédiatrie et puis là je progresse. Les gens commencent à m'apprécier, à me faire confiance. C'est une question de complicité, de confiance. Se faire connaître. Mais là, mes 4 ans de pédiatrie sont faites, c'est le temps de retourner en Haïti, puis j'écris à mes chers parents, et là c'est le temps, j'ai fini mon stage, je vais retourner en Haïti. Chaque fois que je disais je veux retourner en Haïti, c'était la façon d'avoir de la visite. Il y avait quelqu'un de la famille, une sœur, qui venait pour me dire tu ne retournes pas en Haïti. Je dis bien oui, je retourne en Haïti. Puis finalement, les nouvelles internationales m'ont laissé comprendre que c'était trop difficile de s'installer en Haïti. Mais là, je suis encore étudiant, je n'ai pas mon visa de résident permanent qu'on appelait le visa d'immigrant. D'accord. Et alors je vais le demander et je finis par l'avoir. Mais il faut être immigrant pendant 5 ans à l'époque pour devenir Canadien. Et je ne peux pas travailler avant d'être Canadien. Alors là, je suis dans une impasse. Je suis dans une impasse et c'est ainsi que
que j'ai commencé une seconde spécialité, ce qui était... C'est pour ça que les gens disent « Ah, t'es brillante, t'as fait 2 spécialités. » Mais j'étais mise au pied du mur, j'avais pas le choix pour faire passer le temps. Faire passer le ça, temps. il y a beaucoup d'immigrants. C'est ça. En attendant d'avoir ces papiers, on est obligé de poursuivre des études. C'est ainsi que j'ai fait une résidence, c'est 4-5 ans. J'ai fait 9 ans de résidence. Les 2 spécialités bout à bout, une année en Europe. Et l'autre spécialité, c'est l'hématologie, les maladies du sang chez l'enfant. Alors, j'ai essayé de faire une synthèse de mes 2 spécialités. Je suis pédiatre et je vais faire les maladies du sang chez l'enfant. Alors, ça se complète. Et puis, au fur et à mesure, je passais les examens et ils m'écrivaient, vous avez réussi votre examen, mais votre diplôme vous sera donné sous présentation de votre citoyenneté canadienne. C'était clair. C'était clair. Avec un papier avec des X pour indiquer, bon, il est immigrant, parce que moi, j'ai vécu ça. Alors, pendant ce temps-là, là j'ai fini Sainte-Justine, j'ai été à Maisonneuve et j'ai rencontré un patron à Maisonneuve avec qui ça a cliqué, comme on dit, tout de suite en arrivant. Puis il m'a dit qu'il serait intéressé à me garder. Alors, Sainte-Justine m'avait dit qu'il serait intéressé aussi. Là, j'avais le choix entre les 2. Alors, j'étais emmené, j'ai été faire un stage en Europe. Il y avait des besoins à cette époque-là aussi. Il y avait beaucoup de besoins. Oui, il y avait un besoin. Mais j'avais la chance parce que les immigrants, à ce moment-là, les immigrants, et pas seulement, surtout les Haïtiens, ils étaient presque tous anesthésistes ou psychiatres. C'était les 2 spécialités qui étaient les plus ouvertes, parce que j'ai connu le temps où presque la majorité des Haïtiens étaient des psychiatres ou des immigrants. Les autres spécialités, il y avait besoin, il y avait des places, mais pour leurs concitoyens. Alors, il fallait faire sa place à ce moment-là pour entrer. C'est pour ça qu'il y a moins d'autres spécialistes. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde, c'est sûr. Et puis, c'est ainsi que j'ai... Monique, de toutes sortes là de adaptation, on dit c'est adaptation. Ah, c'est une adaptation. Est-ce que tu adaptes toi avec manger? Non, mais j'avais un double problème, c'est que adapter à manger avec manger canadien, c'est une adaptation qui serait plus mais les repas de famille, parce que parfois je me fais des amis qui m'invitent, les repas de famille étaient meilleurs, mais les repas de cafétéria, fait pour 3000 personnes, sans goût, etc., non, c'était pas facile, mais il y avait des aînés haïtiens, aînés à peine, là, 2-3 ans, qui avaient des familles. Moi, j'avais l'avantage de ne pas avoir, pas de mari, pas d'enfant. J'ai habité l'hôpital. Alors, j'avais juste le repas de l'hôpital. Mais j'avais toujours des invitations dans les familles haïtiennes qui s'installaient, qui, eux, faisaient des repas haïtiens. Alors, c'était comme la récompense. Après 1 ou 2 semaines de travail, on allait manger chez un ami. Puis là, il nous servait des repas haïtiens, du riz, et puis riz collé, etc., ce qu'on n'avait pas. Parce que je me rappelle, moi aussi, comme adaptation, c'est-à-dire que quand on regarde le goût des repas, mon Dieu, ce qu'on a l'habitude de manger, et puis on n'a pas la même chose ici. Il y avait une espèce d'omelette qui vendait, qu'il donnait à l'hôpital, c'était comme une éponge. Il le coupait comme des cubes, éponge, ça goûtait même pas l'œuf, c'était des poudres de jaune d'œuf, il faisait ça, c'était comme une éponge, exactement. Ah non, ça c'était pas facile. Donc, maintenant, est devenu, pour la pratique maintenant, parce que médecin, oui, ou médecin, mais en matière de pratique, ou commencer à pratiquer. Quand j'ai eu comme je dis si bien, j'ai prêté serment, ce que les Québécois font pas, à la reine et à ses descendants. Alors je dois respect à Charles, à William, à tout ce qui vient, parce que nous autres, ils nous font prêter serment. Je suis parti de l'immigration qui était sur Dorchester, devenu René Lévesque, et je suis parti au collège des médecins, puis là, ils m'ont donné mes diplômes. Ils m'ont dit, bon, là, vous êtes devenu un médecin québécois, canadien, oui. J'ai prêté serment. Il dit, oui, là, vous allez prêter votre serment d'Hippocrate. J'ai dit, j'ai prêté mon serment d'Hippocrate en Haïti. Il dit, non, vous savez, c'est le règlement, il faut que vous le prêtez ici. C'est intéressant. Et puis là, il me dit... Donc, ça va faire 2 fois. Attendez, là, il me dit, êtes-vous catholique? Je dis, oui. Il dit, on va chercher la Bible. Il apporte un livre bleu, relié. Je mets la main dessus et puis je fais mon serment. Mes collègues seront mes frères. Là, je vois la secrétaire qui arrive en courant. Je suis trompé, c'est le Coran.
Il a dit, vous allez, la docteur Roy, qui était, le docteur Roy, pas l'haïtien, le docteur Roy québécois, qui était le président du collège des médecins, puis celui, dit-on, qui n'aimait pas les étrangers, j'ai jamais eu de problème avec lui. Alors il m'a dit, vous allez recommencer. J'ai dit non, 3 fois, c'est trop, là. Tout ce que j'ai dit sur le Coran, là, j'y crois. Alors c'était la blague. Non, c'est de la belle histoire. C'est de la belle histoire. À ce moment-là, je suis stressé et j'ai littéralement pas un sou en poche. Ouais. Parce que ça faisait, la résidence, moi j'ai commencé ma résidence ici, j'avais, je n'ose pas le dire, personne ne le croit, $95 aux 2 semaines. OK. 2 semaines. Mais j'étais logé nourri. OK. Habité à l'hôpital. Mais $95, tu vas pas loin. C'est pas beaucoup. Chaque 2 semaines. Ouais, alors là, 9 ans à vivre comme ça, là, j'étais réellement au bas de l'échelle, rien du tout. Alors là, j'ai dit, je vais aller m'acheter une voiture. Parce que je vais à Maisonneuve, c'est loin. Et en tempête de neige, etc., j'arrive à la banque et puis je dis, je vais faire un emprunt, $3 000 la voiture. Une américaine. Et puis il me dit, oui, vous travaillez où? Je ne travaille pas encore, mais je dis, je suis docteur. Il dit, ah non, un docteur qui n'a pas de contrat de travail, là, oust! Et finalement, j'ai dû aller chercher un collègue pour qu'il puisse signer pour moi pour $3 000. Imaginez. Ah non, ce sont des choses qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler d'où on vient pour savoir où on va. Oui. Mais c'est le baptême de feu, là. Ah ben, je dis toujours à ma fille, j'ai dit, bon, pas mis le tapis rouge quand je suis arrivé ici. Oui. Et de là, finalement, le salaire est devenu... Oui, plus... Ah ben, la première année, docteur, 2 spécialités, première année de travail. OK. $18 000. 18 000. Alors, de toute façon, on part de très bas. De très bas. Je pense qu'il faut faire, c'est petit à petit, là, rien nous est donné. OK. Et ou pas vu situation ça, que comme si là, yo imaginé, yo pas connaissé au médecin. Wow. Oh, ben non, ça fait partie de ma vie, d'autant plus que j'étais en pédiatrie. Parce que déjà, on sont monde qui est très modeste, très sobre. Pas qu'on aime ces médecins. On pas faire montrer bagaille, comme si la vraiment colossale connaissance qu'on gagne, on pas... Moi, marqué ça, m'observer ça, m'dolé. Il faut, je pense que c'est ça la base de la vie, parce que, comme je dis toujours, ce que j'ai fait, là, le chemin que j'ai parcouru, il y a eu des obstacles, j'ai sûrement grimpé certaines affaires, mais l'haïtienne qui arrive ici avec le même bagage pour moi, n'importe laquelle aurait pu arriver là. Parce qu'il y a une question de défoncer les portes. Parfois, elles sont entrebâillées, parfois, il faut se foncer, mais c'est un cheminement qui ne savais pas qu'un jour je serais là où je suis. Mon but, c'était faire mon travail au meilleur de mes connaissances et puis aider. Comme je ne pouvais pas aider Haïti, je vais aider Haïti par d'autres choses, mais je vais aider ce peuple qui m'a accueilli. C'était ça. Et où aider individu du tout, parce que je me songeais, on bagarre au bas de la ville de Montréal, le vieux Montréal. Et puis, par contre, on est qui parle avec vous là. On prend et puis la chercher mettre sous l'on boîte qui pas qu'à rentrer et puis on prend l'argent au bali ou mettez mais c'est ça que toute vie nous sont pas aider. C'est moi oui. Ah oui. C'était pour une femme d'apprendre. Ah bon? Et puis, je ne m'en rappelle pas. Ça me rejoint quelque chose parce que je dis toujours, le docteur qui a signé pour moi, pour les $3 000 pour l'auto dont je parlais l'autre jour, je l'ai rencontré dernièrement en pleine Covid. Puis on parlait, et puis il me dit, comment vas-tu, Yvette, je n'ai pas de tes nouvelles. Et puis il a parlé, et puis il me dit, ah, si je suis ici, c'est grâce à toi. Il dit, pourquoi? Il ne s'en rappelait pas, lui, qu'il avait signé pour moi. Mais moi, j'ai une reconnaissance éternelle vis-à-vis de lui. Il s'appelle Carlos Sterling. C'est Carlo qui a signé pour moi, parce qu'il a pris une chance, il aurait pu ne jamais payer, puis il a signé pour moi. On se connaissait, comme tout le monde se connaît à la faculté, je connaissais la famille aussi, il a signé pour moi. Mais moi, je me rappelle, j'ai une reconnaissance éternelle. C'est un geste. Banal. Je me rappelle, même façon, tu es habillé avec manteau. Ah bon? Bon, la vie. Mais comme ça, si tu dis un mauvais mot, tu vas changer. C'est ça le problème. Tu es très sympathique et puis. Non, ça me le dit, c'est dit que je ne pas même connaître avec qui est-ce que tu as fait. Et puis le problème, c'est simplement ma machine, la jambe n'a pas de qu'à entrer. Et puis, ou même de ton côté, passer l'argent qui était capable d'entrer parce que... C'est ça, c'est une question de sous. Mais c'est ça. Ça me fait plus plaisir que dire que j'ai reçu un prix ou pas, parce que ça, c'est réellement
aider le prochain. Là. Oui. Le prochain au sens réel du terme, la personne qui est proche de moi, que ce soit un Haïtien, un Québécois. Parce qu'autrement dit, je suis mal pris, je ne suis pas obligé de chercher l'autre station. C'est ça, allons dépanneur, chercher c'est ça, chercher l'argent. Donc, ça me songe. On songe ça, puis moi-même pas songer. On va songer, ouais. Donc, docteur Boni, j'aime formuler les questions, c'est pour me connaître exactement, est-ce que les monio wow, et puis, ils te connaissent les médecins? Non, jamais. C'est rare et je ne le dis pas. Ouais. Je le dis s'il faut le dire. S'il faut le dire, disons que, disons ma initiale, le dit, docteur Boni, on vous attend à telle heure, il y a des gens qui disent, ah non, on ne va pas rentrer. Il me dit, ah non, monsieur Mars, matin, je suis docteur Boni. Okay. Mais en général, c'est pas, je dis, il faut d'abord voir la personne humaine qui est moi. Je suis Yvette Boni, docteur ou pas docteur, je pourrais ramasser la neige ou bien être femme de ménage, mais je demeure Yvette Boni, avec mes qualités et mes défauts. Parce que j'ai fait des études, quand il y avait des grèves dans les hôpitaux, puis on vidait l'hôpital parce que les employés n'étaient pas là, et puis quand quelqu'un demande une question, il dit, ah non, je ne peux pas vous répondre, je suis rien qu'un employé, ou bien rien qu'une femme de ménage. Je me dis, non, vous ne dites pas ça devant moi. Si réellement vous n'étiez rien qu'une femme de ménage, vous n'êtes pas là, vous êtes en grève, l'hôpital continuerait à fonctionner, l'hôpital ne peut pas fonctionner sans vous. Donc tout le monde est important à son niveau. Et de bouche à oreille, c'est-à-dire que il y a une anecdote, je fais qu'on est comme si là, ils vont côté, puis on comprend que il y a cherché médecin, puis soit que tout ça, tout ça terrible. Est-ce qu'on est capable de nous dire, parce que par contre c'est vérité ou pas? Ah non, c'est vérité. Bon, et que l'homme, je vais commencer par une histoire familiale. Mon mari a eu un accident, puis il saignait, il a coupé par contre son artère ouverte, et puis il s'envolait sous lui. Et puis là, moi, il m'avait appelé, donc on était à la campagne. Alors, il m'arrivait, et puis il me dit, laisse-moi faire ça pour toi. Je lui ai dit, la petite madame, laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. À ce moment-là, c'est mon mari qui m'a dit, non, elle est médecin. Il m'a dit, excusez-moi. Mais ça arrive, ça arrive tout le temps. Et même maintenant que je suis à la retraite, que je ne travaille plus, comme médecin, à la résidence où je suis, là, il y a beaucoup d'Haïtiennes jeunes qui travaillent là. Il y a surtout des préposés, des infirmières, il y en a du côté de la cafétéria et puis de la salle à manger aussi. Mais une fois, je causais à une table et puis il y a une vieille dame qui m'a dit, madame, je suis retourné, elle m'a dit, si jamais vous finissez de parler, vous me servirez un verre de lait. Et là, ça fait pas 2 ans, là, ça c'est pendant la Covid. Et ça arrive tout le temps. Oui, ça arrive. Quand j'ai fait quand je faisais les greffes de moelle. C'est que les gens regardent les gens par apparence, quoi. Par apparence. Quand je faisais les greffes de moelle à Maisonneuve, Sainte-Justine m'envoyait leurs patients, des patients d'Outremont, je ne sais pas trop, qui arrivaient, mais c'était les médecins, les gentils médecins de Sainte-Justine qui me les référaient parce que j'avais quelque chose à faire qu'eux, ils ne faisaient pas. Et puis, une fois, il y a une dame qui est arrivée, il dit, où est-ce qu'il est le docteur? Je dis, c'est moi le docteur. Il dit, c'est vous qui allez vous occuper de mon enfant? Alors, c'est parti spontanément. J'ai dit, c'est ce qu'ils ont le mieux à vous offrir. Mais cette dame-là, qui est repartie à vous faire blague. Elle est repartie, et puis après ça, je lui dis, mon Dieu, la dame, elle vient pour sauver son enfant, puis c'est moi qui vais être responsable de l'enfant, puis je l'attaque. Mais après ça, on est devenus de bonnes amies. De bonnes amies, dans le sens que la confiance s'était établie. Oui. Là, nous allons pour fond bagarre avec vous. C'est à savoir, comme professionnel, est-ce que ça me donne là, de toute recherche qu'on fait, de monde qu'on sauve, etc. Et par exemple, on regarde une grève de Timoun, tout ça. On n'a pas retourné sur lui tout à l'heure. Parce que ça c'est un bagage qui est important pour nous connaître exactement qui ont été faits. Est-ce que son bagage comme si là, en matière de professionnel, que au travail en pile et cerveau là-dessus. Donc, tout ça, nous allons chercher qu'on est là. OK. Donc, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le docteur Boni. Donc, à tout à l'heure. Perdu l'amour qui t'a marché avec. Si était m'était pas ouais. L'envie regarder, pas ouais. L'amour là qui n'aime pas dans t'a marché avec. Bien compris c'est après que l'autre ça fait. Sous rencontrer, on dit pour moi, qui chante décontrôlé. Si pour moi pas bien, si pour moi pas bien, sans lit, pas me noter, pas pour regarder, juste faire connaître.
comment mouiller. Dis pour moi pas bien. Dis pour moi pas bien. Marcher avec, c'est de me t'aimer pas ouais, l'homme qui regarde, pas ouais, l'amour cassé code pendant t'as marché avec, là j'ai me décidé, chaque te guette en fin de cœur, se rencontrer, moi dis pour moi, qui j'en ouais, moi tout monter, dis pour moi pas bien. Pour moi pas bien sans lit, pas me noter, pas bourrader, je fais comme comment mouiller. Dis pour moi pas bien, dis pour moi pas bien. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité. Il s'agit du docteur Yvette Boni. Docteur Yvette Boni, côté Mila qu'on y a rencontré avec vous, c'est côté professionnel là. Côté, par exemple, en pratique ou, et puis là, on vient de tomber sur un patient qui est malade grave, m'imaginez que maladie à son maladie qui peut être mortelle, parce que c'est vous-même qui pourra le dire, maladie peut être mortelle, et puis là, on pourra prendre des décisions. Donc, est-ce que vous êtes capable de parler de ça? Parce que la nouvelle là est repartie que gagner Timono traité, vous faites greffe moelle osseuse. Expliquez-moi ça, c'est-à-dire que patient venu, les malades, et puis qui genre ça développé? La greffe de moelle osseuse, c'est quelque chose qui a été découvert, en tout cas, qui a été essayé lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima, Nagasaki. Les gens sont bombardés de rayons, oui. Leur moelle osseuse est détruite et les médecins français ont décidé qu'on va leur remplacer la moelle détruite par la moelle d'un bon samaritain qui peut donner sa moelle. Et toutes ces moelles osseuses-là ont été un échec. Tous les individus sont morts. Mais l'idée est restée. Et quelques années, nombreuses années plus tard, on est rendu en 65-70, on découvre le typage tissulaire. Maintenant, on sait qu'un individu est compatible, et de même, c'est pas les groupes sanguins à bio, c'est des groupes tissulaires, ils sont compatibles, donc que quelqu'un peut recevoir la moelle de quelqu'un qui est du même groupe tissulaire. Et ce groupe tissulaire s'appelle le groupe HLA. Okay. Alors, on arrive à la deuxième génération de greffes de moelle. Les premières ont été faites à Seattle par Storm et Thomas qui ont eu le prix Nobel à cause de ça. Donc, c'était un grand breakthrough, une grande découverte. Ouais. Et nous avons un résident à ce moment-là qui s'appelle Claude Perrault qui part à Seattle faire un stage parce qu'on voit que c'est l'avenir, la greffe de moelle osseuse comme traitement. Et réellement, il revient et puis il nous dit à l'équipe, vous devriez faire des greffes de moelle, c'est le traitement moderne. Okay. Et là, mais la greffe de moelle osseuse, on ne passera pas à la technique, réussit beaucoup plus chez les enfants. D'accord. Les enfants ont moins de complications, ils font moins de rejets, moins de complications. Alors moi, je dis toujours mon esprit positif, je vais être la première à faire la greffe de moelle. Et je dis ça, mais là, on n'est pas prêt. L'hôpital n'est pas prêt. Le gouvernement n'a pas donné l'argent parce que ça coûte très cher. On n'a pas encore les locaux pour le faire. Mais nous autres, on a étudié, on a pratiqué, Quand tu dis nous autres, ça veut dire qu'il y a l'autre médecin qui a accompagné. Oui, moi j'étais du côté pédiatrique, mais il y a des médecins du côté adulte. Il y a ce docteur Perrault-là qui est devenu un patron, lui, il n'est plus résident, il est devenu patron. Et lui, c'est lui qui est le grand boss. Et puis il y a docteur Boileau qui va être le directeur de l'unité. Mais moi, je leur dis toujours, moi je vais la faire. Je pense toujours à mon opportunisme. Là, je dis. Et un soir, je termine ma journée. Et je vais ramasser mes affaires pour partir. Et le technicien à laboratoire me dit, connaissez-vous cette patiente-là? Il me montre une formule sanguine exécrable. Il dit, où est-ce qu'elle est, cette patiente-là? On n'a pas de médecin sur le papier qu'on peut référer et elle n'est pas dans l'hôpital. Alors, j'ai pas le choix. J'appelle les parents
Et je leur dis, où est-ce qu'elle est, la petite, elle était à son cours de gymnastique. Je dis, quand elle va revenir, amenez-la moi, c'est sérieux. Et on la fait rentrer, et réellement, bon, on fait le diagnostic, c'est une aplasie médulaire. Sa moelle est vide, elle n'a pas de moelle, détruite par un virus, le virus de l'hépatite. Alors là, il faut lui faire une greffe de moelle, mais comme on n'est pas prêt, on dit on va la transférer à New York, Boston ou Seattle. Seattle, c'est loin. En général, on transférait nos malades à New York ou à Boston. Mais on était prêt à le faire, mais on n'avait pas encore fait. La théorie, on l'avait. Et les parents nous disent, on n'a pas l'argent pour aller aux États-Unis. Ils ne parlent pas anglais. Il faut que un des deux du couple part avec la malade et puis la donneuse, celle qui va donner sa moelle. Ça fait 3 ou 4 personnes à New York, dans un hôtel, les frères à New York, ils ont dit c'est pas capable. Alors à ce moment-là, moi j'ai été voir le directeur de l'hôpital, lui dire, cet enfant-là, pour la sauver, ça prend une greffe de moelle, est-ce qu'on pourrait la faire? Alors il débloque de l'argent pour le faire, et là il nous prête une chambre, et c'est ainsi qu'on a fait la première greffe. La deuxième a eu lieu presque 6 mois après. Là, quand l'hôpital a vu la valeur de ce que c'est qu'une greffe, ce que ça a fait à l'enfant, là, le gouvernement a donné l'argent et on a pu avoir notre unité de 2 lits, de 6 lits, et puis maintenant, on a très C'est une opération de combien d'heures, par exemple? On l'appelle une opération parce que il faut aller à la salle d'opération, mais avec la donneuse. La personne qui est malade, qu'on veut greffer, la receveuse, elle ne va pas à la salle d'opération. On lui a détruit sa moelle, elle a des transfusions partout et elle attend la moelle. On amène la donneuse en salle d'opération, c'est elle qui est endormie et c'est elle ça prend à peu près 3 heures de temps, 2h30, 3 heures de temps chez un enfant, peut-être plus chez un adulte. Et la moelle, quand on la voit, c'est comme un sac de sang. Mais on sait que ce n'est pas du sang qu'il y a là-dedans, c'est plus épais, il y a du gras là-dedans, le gras de la moelle, et puis il y a même des petits fragments d'os, et c'est ça qu'on va transfuser à la receuse. Alors ils disent toujours, je suis une chirurgienne, je ne suis pas une chirurgienne, je vais aller à la salle d'opération pour faire le prélèvement. C'est le cours 101 de médecine pour moi, parce que de savoir exactement... C'est donner la moelle d'une personne normale à une qui a une leucémie, ou bien un cancer, ou bien une aplasie. On lui donne on détruit ce qui lui reste de moelle pour qu'elle puisse recevoir et puis on lui donne la nouvelle moelle. Apprends-moi à jouer ce genre de baseball. Le donneur. Le donneur, c'est l'individu normal. C'est de savoir, quand il donne, est-ce qu'il n'est pas vraiment... Est-ce que ça... À long terme, ça n'a pas d'impact sur lui. Ça se renouvelle dans les semaines. Parce qu'on en a beaucoup de moelle. On a de la moelle dans tous nos os, nos côtes, nos vertèbres, le bassin. Il y a de la moelle partout, le sternum. On en a beaucoup. On en a plus que ce qu'il nous faut. Aucune complication, sauf qu'il faut qu'il soit endormi. Et puis l'anesthésie, on sait toujours, il y a un potentiel de complication. C'est douloureux. Maintenant le receveur, qui est... Le receveur, lui est malade. Il est malade et il est condamné. En général, ce sont des gens qui sont condamnés. Et de là, lui, de son côté, quand il le prend, est-ce que ça peut rater ou bien... On peut le rater dans le sens qu'il peut lui-même rejeter la moelle, ne pas l'accepter. Ne pas l'accepter. S'il y a assez d'immunité, il reconnaît que c'est pas sa moelle, il le rejette. Ou bien la moelle peut prendre du temps à pousser, ou bien il peut faire des réactions à cette nouvelle moelle. Alors il y a une période critique pour le receveur parce que à ce moment-là, il y a pas, le receveur, c'est la malade, il n'y a pas sa moelle à lui, et puis l'autre moelle n'a pas encore commencé à pousser parce que réellement, elle pousse. À long terme, ces gens-là qui sont opérés, qui étaient enfants, qui sont opérés, est-ce qu'ils continuent à vivre aujourd'hui encore? Je peux en parler. Pas tous, là, ce serait trop beau. Il n'y a pas de traitement à 100%. Mais là, actuellement, peut-être un bon 70% et plus, on a un grand comédien québécois là, qui vient de mourir, Michel Côté. Il y a eu une grève de moelle. Et lui, on lui avait dit qu'il avait 35% de chance de guérir. Malheureusement, il n'est pas sorti. Mais c'est un adulte. C'est intéressant de savoir ça parce que finalement, il y a beaucoup d'opérations. Les journalistes nous apportent ça. Et par bribes, c'est ça, par segment. Par segment. Et dans ton cas, on était fiers. Quand on entend parler de ça, on dit, bon, finalement, on aimerait savoir que cette personne a continué de vivre. Ah oui, j'ai posé la question. Je peux vous donner, puisqu'on est aux anecdotes, le 10 mai,
C'était une enfant de 13 ans, 12-13 ans. Oui. Le 10 mai, elle a pris sa retraite comme infirmière de Maisonneuve. Wow. Avec 2 enfants. Ouais. Est-ce qu'elle garde les liens à ce moment? Ah ben oui, j'étais à sa fête de retraite, etc. On a gardé les liens. Elle a eu 2 enfants. Et que sans ce remplacement de moelle, donc la personne pouvait mourir? Ah non, elle était condamnée. Parce que quand la moelle est détruite par le virus de l'hépatite, c'est rare qu'elle recommence à pousser. Maintenant, j'ai lu aussi que finalement, il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui sont vraiment tellement adulés de travail. Nous avons qu'on est qui gens que ils se voilent parce que bon, ils ont dû aduler. Est-ce que c'est vrai? On prend, c'est pas un paradoxe question là, mais est-ce que ils senti confortable leur passer? Moi, j'ai essayé. Pour la petite histoire, mes parents ne voulaient pas que j'aille en médecine, mais ils voulaient que j'aille comme professeur. Ouais. Alors, il faut toujours obéir à ses parents, parce que je suis rentré en médecine, je suis devenu médecin, et j'ai fait une grosse carrière parallèle de professeur. Ouais. Alors, j'ai commencé à rencontrer les étudiants à l'université, c'est là que les premiers contacts se faisaient. Ça, c'était un gros groupe de 200, on avait moins de contacts, mais à l'hôpital même, c'était un hôpital universitaire, j'avais des petits groupes que j'étais, on dit toujours le patron et ses étudiants, où on travaille en leur apprenant ce qu'ils doivent faire. Ils te voient non seulement la façon que tu travailles, tes gestes, mais une chose importante que j'ai toujours essayé de transmettre aux étudiants, c'est l'approche du malade. Pas seulement dire, vous avez telle maladie, vous allez avoir tel traitement, au revoir, c'est savoir comment leur parler, et puis comment rendre le malade, comment on dit ça, confortable. C'est ça. Même si on sait que les... Oui, parce que, docteur, songez sur Abdi, en tant que patient, je ne pas dire tout, lors devant médecin, c'est pas qu'on peut médecin, non? Non, stressé. Ou peut qu'on peut mourir. C'est ça, on peut mourir, et puis tu as toujours l'impression que ta vie est entre ses mains. Alors on dit, pas dire n'importe quoi, il faut me respecter parce que le cap fait n'importe ce qui n'est pas vrai. Et puis le médecin, on a parlé tout à l'heure, je fais un petit retour en arrière, de comment j'étais comment j'étais accepté par les malades, et puis le racisme en médecine. Je peux dire que le racisme en médecine n'existe pas. Parce que quand le malade arrive à l'hôpital, qu'il a mal et qu'il a besoin d'être soigné, quelle que soit la personne qui apparaît, c'est son sauveur potentiel. Alors, il apparaît mes figures, mais en général, il n'a pas envie d'aller avec vous, mais il connaît que le besoin. Donc, ça veut dire que ça démontre un petit peu réalité cinématographique qui montre que, parce que déjà un film côté montre que patient pas voulu médecin ça solé ou bien patient ça pas voulu infirmière ça solé. Non, ça doit peut-être exister dans l'humain étant ce qu'il est, mais c'est très rare parce que moi j'ai une de mes amies, donc quelqu'un qui n'est pas une jeune, elle avait des douleurs abdominales et puis elle lui dit Mivette, quand j'arrive à l'hôpital, monsieur qui a passé mon place, il dit c'est moi-même, c'est moi qui a sauvé, on m'a dit oui. C'est là, si tu cherches pas le docteur qui a fait la grande découverte ou bien le docteur, tu cherches celui qui peut t'aider vite et tout de suite. Mais tu t'attends toujours à ce que cette personne-là te respecte. Le respect, ça va toujours dans les deux sens. Mais pas seulement arrive et puis te donne la piqûre au revoir, qui établisse un contact avec toi, qui t'explique ce qu'il fait et qu'il te réconforte. C'est bien important. Dans le milieu de santé, il y a toujours un rapport à faire. Est-ce que pas gagner comme si là, c'est pas me retourner sous plaie peut-être, mais comme par exemple, ou pas jamais rencontrer des patients vraiment acariates, susceptibles à ça. En adulte, ça existe, mais en pédiatrie, c'est plus difficile. C'est sûr qu'il y a c'est pas acariate, c'est plus la peur. L'enfant, il a peur parce que moi, j'avais un patient, chaque fois que j'avais besoin de le voir, j'allais le tirer en dessous du lit, il me voyait arriver et puis il se cachait. Mais c'est surtout une question de peur et puis une question de qu'est-ce que tu vas me faire encore là, parce que tu lui as déjà fait un traitement qui faisait mal. Alors, dans sa tête d'enfant, tu représentes la douleur et puis le mal. Mais il y a des parents qui sont plus difficiles que d'autres, là, mais il s'agit de savoir manœuvrer à travers tout ça. Oui. Et pour qui ça y aurait le
Patch Adams. Bon mobile sous ça. C'est parce que moi, j'ai toujours été une comique. Alors, si je travaille avec les adultes, c'est sûr que quand il y a un adulte il sait qu'il est malade, et puis c'est sérieux, et puis docteur, occupez-vous de moi, là, et puis parce qu'un enfant, il faut toujours revenir à la base de plaisanter, c'est la théorie par le rire. Tu le taquines un peu, tu vas jouer un petit peu avec ses jouets avant de rentrer au vif du sujet, et ça te fait gagner beaucoup. Parce que quand il te voit arriver, il ne pense pas au traitement qui fait mal. Il pense d'abord qu'on avait ri ensemble la veille. Elle vient peut-être pour rire. Oui. Et après, tu en viens au corps du sujet. Au corps du sujet. Alors, je te corrige, je suis castigatrice d'un nom. Je corrige en riant, les mœurs en riant. Il t'ai montré dans la télévision déjà, ils ont un médecin, lui-même habillé en clown. Le docteur clown. Et que ça fait plaisir aux patients. Ça fait plaisir aux patients, puis ça fait plaisir même à l'entourage. Les infirmières, ils aiment bien ça. Ça leur enlève, ils ont un gros poids sur les épaules et puis beaucoup de responsabilités au moins. Mais ça va mal dans un endroit pour adultes parce que les adultes, c'est pas parce qu'il y a des enfants qui sont très malades et puis là je n'irai pas faire le clown avec eux, mais les adultes sont très conscients que je suis malade et puis je ne bouge pas. Mais l'enfant, ou bien il est très malade à ce moment-là, tu ne peux pas rire, là c'est sérieux, mais sitôt qu'il va mieux, il va vouloir déjà reprendre sa vie d'enfant, rire sa poupée, puis maintenant c'est plus les poupées, c'est les jeux électroniques. Là. Sitôt qu'il va mieux, il oublie parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas jouer le rôle de malade. Il est malade ou il ne l'est pas. Ok. Et t'en dois parler, garder moi-même en tant que professionnel qui était contre travail, comme quoi que on a fait de goût, le plaisir de travailler. La passion. Ça veut dire que ça pas jamais bas dans tête tout, comme si là, découragement, toujours remettre. Non, c'est sûr que quand tu as fait l'effort, tu dis celui-là, je vais le sauver, puis tu vois que ça va de plus en plus mal, donc tu t'assieds, puis tu as une remise en question. Mais j'ai jamais, en 45 ans de carrière, de carrière comme patron, là je ne dis pas tous les stages et tout, jamais un matin où je dis, oh non, pas encore l'hôpital. Non, ça a toujours été un plaisir. Me félicitons pour ça, parce que vraiment, c'est extraordinaire. Et quand je suis parti, le jour où je suis parti... Pour qu'ils soient tout pris ça autour. Parce que ça veut dire qu'on remet le travail à faire. Oui, ça c'est parce que c'est important. Parce que, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui a reçu d'énormes prix. En fait, si vous allez sur Google, ce que je vais vous résumer là, ça ne suffit pas pour savoir qu'il y a eu des prix et distinctions. Elle a été décorée par le consulat général d'Haïti à Montréal. En 2013, elle a eu la médaille de jubilé de diamant de la reine Elisabeth. C'était en 2012. Ordre du Canada, chevalier de l'Ordre national du Québec en 2007. Elle a eu des prix de reconnaissance du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Ça, c'est la CMDP. Oui, de Maisonneuve-Rosemont, c'est la première fois qu'il donnait ce prix-là. Et prix du millénaire, Femmes Santé, Droits de l'Homme. En parlant de femmes santé, est-ce qu'elles sont féministes? Ah bien sûr. Non, moi je dis ça pour rire parce que vous êtes un homme. Le féminisme pour moi, c'est pas que la femme doit prendre toute la place ni dominer, c'est l'égalité. Moi, si c'est ça le féminisme, j'en bats. C'est pas que je dois marcher à deux pas en arrière du gars. Là, il faut aussi à travail égal, salaire égal, à compétence égale. Si c'est la femme qui doit avoir le poste, ça c'est pas un féminisme. Je suis pas une féministe enragée. Moi, je dis seulement quelques prix. Docteur Boni, le PDG France Saint-Louis, lui demande pour retourner. Est-ce que ça n'a pas fait plaisir de retourner? Parce que c'est pas fini. Nous avons tellement de bagailles que nous avons de nous-mêmes, que nous avons retourné. Est-ce qu'on a fait plaisir? Est-ce que nous avons feedback public? Si le public veut me l'avoir, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et la voix de M. Saint-Louis, c'est la voix de Dieu. D'accord. Donc, c'est parce que l'émission est finie. Ou qui l'écoute, l'émission. Oui, c'est ça quand on jase. Là. Donc, je parle trop, je suis une bavarde. C'est ça. Nous, merci. Mais en tout cas, moi, j'aime ça moi-même. Moi, je vous remercie et puis j'espère que le public va apprécier ça. Oui. Donc, c'est un plaisir pour nous te recevoir. Merci d'être venu là. Moi, je vous remercie, c'est ça. C'est la télévision haïtienne de Montréal. C'est la télé qu'on appelle la télé à notre image. À notre image. Voilà, je suis très fier d'avoir participé à une émission de cette télé-là. Voilà. À la régie, c'était le PDG, c'est France Saint-Louis et son équipe, n'est-ce pas? Il y a, parmi son équipe, il y a
Il y a Peterson, il y a Wilson Pierre qui est le frère de l'autre qui est à CPAM. Et il y a Yannick Joseph aussi qui que j'ai rencontré. C'était la première qui m'a parlé de la télévision. Elle t'avait mis sur la liste, donc merci d'être venu. C'était Franz Mars avec vous comme animateur. Nous vous disons à dimanche prochain. Merci de nous avoir suivis.